Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la première télévision panafricaine et bienvenue dans cette émission. C'est un acteur clé pour l'avènement de la démocratie au Mali, leader charismatique de l'association des élèves et étudiants du Mali en 91. Il aura fait preuve d'un courage et d'une détermination hors du commun face à l'épreuve. Le courage, c'est aussi un élément distinctif de cet homme de gauche que certains qualifieront d'homme de conviction, d'autres d'homme adepte de l'anarchie qui défend souvent des positions, même des plus indéfendables. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Omar Mariko, député à l'Assemblée nationale du Mali et secrétaire général du parti Sadi Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Mariko, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'immense plaisir que vous nous faites d'accepter notre invitation. Alors, Omar Mariko, les jeunes nés en 91 ont aujourd'hui achevé pour la plupart leurs études universitaires et sont entrés dans la vie active. Mais le charismatique leader estudiantin garde toujours intact ses réflexes, ses attitudes, au point que certains n'hésitent pas à vous qualifier d'un homme nostalgique de la vie estudiantine. Quelle est votre réponse? La réponse est toute simple. C'est que la vie estudiantine est une vie faite de sainteté d'esprit et de contextation permanente pour la recherche de la vérité. Et la vérité est le moteur de la société. Et vous avez dû comprendre, ce ne sera pas le premier qualificatif que les hommes comme moi ont eu. J'ai des dévanciers. Thomas Sankara a tout le temps été taxé d'étudiants, Modibo Keïta, le père de l'indépendance d'étudiants, Kwame Nkrumah, etc. Omar Donc, Mariko, c'est avec plaisir que je reçois ces critiques. Omar Mariko, 23 ans après la révolution de 1991, le 26 mars, quel sentiment vous anime aujourd'hui lorsque vous rencontrez l'ancien président, le général Moussa Traoré, à une cérémonie officielle comme cela est courant, vous dont les hommes sont tombés au nom de la lutte pour la liberté et la démocratie au Mali? Ben, ça ne me fait pas d'effet particulier parce que pour moi, je ne faisais pas un combat contre un homme. Je fais un combat contre un système. Parce que les hommes passent, les systèmes demeurent. Moussa est un homme, c'est un humain. Quand je le rencontre lors d'une cérémonie, ça me dit pas grand-chose. Mais ce qui me dit grand-chose, c'est que quand je jette un coup d'œil sur l'activité politique qu'il a menée pendant ces 23 ans, j'ai trouvé qu'il a vraiment détruit notre pays. Et là, je ne peux pas m'attarder sur l'homme Moussa Traoré, sur son système. Je vois le présent. Est-ce que nous qui avons réussi à le faire partir du pouvoir, avons changé ce système-là? C'est ça qui fonde. On en parlera dans cette émission. L'ancien président a aujourd'hui une autorité morale respectueuse qui est consultée dans les questions d'intérêt national par beaucoup d'hommes. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est un homme que vous rencontrez très souvent en privé ou en public? J'ai jamais rencontré Moussa Traoré. Je ne l'ai pas rencontré quand il était président de la République. Je le voyais comme n'importe qui voyait un président défiler dans une masse. Et de sa chute à aujourd'hui, je ne l'ai pas rencontré. On ne s'est même pas serré la main. On ne s'est jamais serré la main. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était au décès de feu Nok Agacha, et paix à son âme. C'était à ce décès, on était à quelques mètres, mais on ne s'est pas salué, on ne s'est pas donné la main. Le 4 septembre, au Centre international des conférences de Bamako, le nouveau président élu du Mali a salué un homme républicain. Vous étiez certainement dans la salle ce jour. Est-ce que c'est des propos qui vous laissent indifférent? Non, c'est des propos qui ne me laissent pas indifférent. Je trouve que le qualificatif est très fort. Il est très fort et il ne correspond pas véritablement à l'histoire de notre pays. Il est simplement politicien, j'en conviens, mais je pense simplement que c'était de trop. Moussa n'est pas ce démocrate. Omar Mariko, le Mali, à partir de 2012, a traversé une période très difficile, une période noire dans sa marche glorieuse. Êtes-vous co-auteur du putsch de mars 2012, comme on entend dans les rues de Bamako?
Co-auteur, je l'ai tellement soutenu que ça ne me gêne pas que je sois qualifié de co-auteur du coup d'État de mars 2012, qui était un coup d'État prévisible, qui était prévu. Il n'y a pas un seul homme politique au Mali qui peut me regarder en face et dire qu'il n'était pas d'accord avec ce coup d'État. Ça n'existe pas. Il y a le discours qu'on tient pour l'international, pour la communauté internationale, il y a le discours qu'on tient dans les coulisses, il y a le discours qu'on tient devant les masses. Vous voulez dire que toute la classe politique malienne, c'est grave ce que vous dites, Omar Mariko. Un coup d'État, c'est un crime imprescriptible par la constitution malienne. Imprescriptible, mais ce sont les députés et des partis qui ont dit qu'ils étaient contre le coup d'État. Ce sont ces députés qui ont voté une loi d'amnistie pour les putschistes, sans avoir le couteau à la gorge. À partir de cet instant qu'ils ont voté la loi d'amnistie, ils ont prescrit le coup d'État. Donc c'est fini, on n'en parle plus. Mais on en parle, ils s'en parlent, parce que c'est le seul discours politique qu'ils ont aujourd'hui. Parce que quand on explique les conditions dans lesquelles l'État s'est affaissé, et j'ai bien aimé la formule du président du parti de l'indépendance du Sénégal, Ahmad Dansokho, il a dit qu'au Mali, il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu un affaissement de l'État. L'État a succombé. Donc, quand je les entends dire ces propos-là, de coup d'État, de machin, ils veulent simplement cacher ce qui a été le Mali avant le coup d'État et les conditions qui nous ont amenés au coup d'État. On en parlera, mais Omar Mariko, quel a été votre rôle dans le coup d'État de mars 2012? Vous voulez quel est votre rôle? J'ai reconnu le coup d'État de mars 2012. Avez-vous participé activement à ce coup d'État? Je ne peux pas dire que j'ai participé activement au coup d'État. Je connaissais les acteurs. Je connaissais les acteurs du coup d'État. Je les ai connus bien avant. Depuis 92, j'ai connu le coup d'État, les acteurs du coup d'État de 92. Et pourtant, oui. Et pourtant, il y a un rapport des services secrets maliens qui l'atteste. Vous étiez permanemment en contact avec les hommes de Kati quelques semaines, quelques mois avant le coup d'État. Quelques semaines, quelques mois, ce n'est pas juste. On dit même que vous étiez en contact avec les hommes au front à l'époque. Ça c'est également faux. Ça c'est absolument faux. Ce qui est vrai, c'est que les hommes au front, les militaires au front, les militaires partout me font appel. Vous savez. En tant que, à quel titre ils vous appellent? Très bien. Et je veux simplement dire ce que ce militaire m'a dit. Le 2 février, je crois que c'est le 2 février où les femmes de Kati sont allées demander à rencontrer, à être reçues par Amadou Touré. Avant leur marche du 9 février, parce qu'elles ont marché le 9 février. Mais avant, ce que les gens ne savent pas, elles ont tenté de rencontrer le président Amadou Touré. Vous savez comment? J'ai reçu un coup de fil d'un soldat qui était jusqu'à Néfis et qui me dit, nos femmes sont devant la porte de Amadou Touré, dites au président Amadou Touré de les recevoir. J'ai dit, mais vous m'appelez en tant que tel, en tant que quoi? Je ne suis pas de la défense. Il dit, vous êtes député du Mali. D'une part, d'autre part, vous êtes le seul homme politique à vous intéresser aux problèmes des militaires, aux problèmes de l'État, à nos conditions de vie, et vous le dites. Mais si je vous fais appel, je suis convaincu que vous allez acheminer. Est-ce que c'est pas parce que vous avez des velléités putschistes à l'époque qu'on vous fait contact? Vous savez, j'aspire à être un homme d'État. Et je suis un homme d'État. Un homme d'État ne doit laisser aucune parcelle de l'État. Il doit connaître l'armée, il doit connaître la justice, il doit avoir une vue sur l'effort de sécurité, comme il peut être amené, il doit être amené à comprendre les questions économiques. Ma question, c'est de savoir si vous avez joué un rôle actif dans le coup d'État. J'ai joué un rôle actif dans le coup d'État, dans la mesure où je me suis trouvé à soutenir le coup d'État, à soutenir les putschistes, jusqu'à ce que, comment on appelle ça, on arrive à une période que nous connaissons aujourd'hui. Comment avez-vous soutenu le coup d'État? Quelle a été votre contribution? Avez-vous envoyé des armes, des munitions à Kati? Avez-vous envoyé de l'argent? Je n'avais pas d'armes, de munitions et d'argent. Ces gens ont fait le coup d'État, ils n'avaient pratiquement pas d'argent. Ah bon? Mais oui, ils n'avaient pratiquement pas d'argent. Vous avez vu comment ils se sont servis dans les stations d'essence, comment ils ont réquisitionné les voitures des gens de gauche à droite. D'une mutinerie, le chef de l'État n'a pas été à la hauteur. Omar Mariko, le jour du coup d'État à 21h, où étiez-vous? Le jour du coup d'État à 21h, j'étais pas chez moi, j'étais derrière le fleuve quelque part. Quelque part? Vous avez reçu un militaire, un adjudant? Non, personne. Le jour du coup d'État, non, personne. Omar Mariko, vous avez reçu un émissaire du capitaine Amadou Aya Sanogo
Achi, vous avez acheté des sandwichs et des liqueurs. Vous avez réuni la somme de 300 000 francs avec des amis. Vous étiez dans un maquis. Non, ça c'est pas évident. Ça c'est pas vrai du tout. Que j'étais dans un maquis, quelque chose pas. Non. Je sais à quoi vous faites référence. Vous faites référence à ce militaire qui m'a rencontré le jour du coup d'État devant le Grand Hôtel. Et je veux vous dire la vérité, c'est que quand ce militaire est venu, il a arrêté sa moto, il a dit « c'est toi que je cherchais », j'avais de la frayeur. Parce que j'avais pensé qu'il y a quelque chose qui se faisait contre ma personne. C'était le jour du coup d'État où tout le monde était au courant déjà que les militaires étaient en mouvement. Ce militaire, c'était un gendarme. Il est en ce moment au nord du Mali. Alors donc, après, il a expliqué qu'il avait de la sympathie pour moi. Là, j'ai dégonflé. Alors, c'est ce militaire qui m'a appelé entre les 17h et les 18h, le jour du coup d'État, pour savoir où j'étais. J'étais justement au niveau de ma clinique et je lui ai donné rendez-vous au Montana. J'étais avec un ami que vous connaissez certainement. Et ce jour-là... c'est pas évident. Certainement, je le sais. Je sais d'où ça vient, cette information. Et là, ce jour-là, effectivement, il est venu me demander de l'argent, je n'en avais pas. Et c'est mon ami qui était là, ce jour-là, qui a réuni, passe 300 000 francs, 150 000 francs CFA. Pour aller nourrir les hommes de Kati qui venaient de porter un coup de frein à la démocratie malienne. Qui venaient de porter un coup de frein à l'anarchie qui s'était installée au Mali, pas à la démocratie. Mais la suite a révélé que c'était une grave humiliation d'un peuple fier. Non, c'est les 3 régions du Mali sont tombées les unes après les autres. Chaque région, chacune de ces régions, c'était pas une humiliation, c'était la preuve qu'au sein de l'armée malienne, il y avait un répondant à la situation de catastrophe dans laquelle une certaine hiérarchie militaire malienne nous avait mis. La prise de Gao, de Kidal, de Tombouctou n'était que des questions de jours. Tombouctou, ce sont des habitants de Tombouctou qui ont pris Tombouctou. L'infiltration de mouvements de la rébellion à nez et à la barbe de la gendarmerie nationale du Mali et des militaires maliens à Gao était un fait. Et vous savez bien que, qui connaît Gao, les militaires, les rebelles ne sont pas rentrés à Gao. C'est de l'intérieur qu'ils ont fait la conquête. Alors, où étaient-ils pendant tout ce temps pour qu'ils puissent prendre Gao? Oui, mais la prise de Gao n'est pas imputable du tout au coup d'État. La prise de Gao était... C'est que avant le coup d'État, on avait une armée malienne qui, tant bien que mal, faisait face à l'ennemi. Ça, c'est pas vrai. Parce que, vous savez... À part Tessalit et Menaka, non. Vous pouvez dire quelle était cette ville du Nord qui était tombée? Le jour vérifié, le jour où Tessalit est tombé, Tessalit ne devrait pas tomber. Il y a un ancien président malien qui a piqué une crise. Parce que pour lui, Tessalit ne devrait pas tomber. Parce que Tessalit, dès que Tessalit tombe, Anefis, Kidal et tous ces mais ces villes n'étaient pas tombées avant le putsch. C'est le putsch qui a accéléré la chute des grandes villes du Nord. Non, Tessalit, vérifiez bien. Oui, Tessalit, oui, mais je veux dire des autres villes, Kidal, Tombouctou et Gao. Non, je dis, la chute de Tessalit entraînait automatiquement la chute de Kidal, d'Anefis. Pas automatiquement. Automatiquement. Il n'y a aucune stratégie militaire qui le dit. Toute stratégie militaire le dit parce que Tessalit était une base imprégnable. Vous savez, dans une guerre, quand vous avez une base extrêmement forte, qui est la quintessence même de l'armée, quand ça tombe entre les mains de l'ennemi, la défection est totale. Et surtout que cet ennemi avait déjà infiltré toutes ces grandes villes-là. Vous savez, on ne doit pas prendre nos désirs pour la réalité. Et poser la question à des hommes politiques, et je tairai le nom de cet homme politique-là, jusqu'au jour où je verrai un de ses représentants sur votre plateau, dire que ce que je dis là par rapport à la chute des villes était faux. Il a questionné le président Mohamed Touré au sortir d'un conseil des ministres. Président, je suis inquiet. Tessalit va tomber. Il a dit oui, Tessalit va tomber, Kidal va tomber, Gao aussi va tomber. Bon, Omar Mariko, on n'a pas la preuve de ce que vous dites ici, mais parlons du coup d'État, Omar Mariko. Oui. Ce coup d'État, finalement, à part l'humiliation du peuple, n'a servi finalement à rien, parce que le remède qui était proposé au peuple s'est avéré une année après pire que le mal qu'on a voulu combattre. C'est-à-dire quel était le remède? Une année après, les hommes de Kati n'étaient pas sortis de Bamako.
Une année après, les détournements, les crimes économiques, les présomptions de crimes de sang, ce qui n'a pas eu lieu au temps du général Amadou Toumani Touré. Bien, au temps du général Amadou Toumani Touré, Aguelof a eu lieu au temps du général Amadou Toumani Touré. On avait une armée qui se battait contre l'ennemi. Il y a eu Aguelof. Oui, une armée qui se battait contre l'ennemi. Il y a eu Nampala. Il y a des charniers à Nampala. Il y a des charniers à Aguelof. Il y a eu des charniers dans presque toutes ces villes-là, sous le président Amadou Toumani Touré. Passons. C'est une armée qui se battait contre l'ennemi. C'est une armée. L'armée malienne a fait autant de morts. Non, c'est une armée qui était sous la stratégie militaire du repli tactique. Vous savez ce que c'est? Vous savez qui avait commandé à l'armée malienne de fuir devant l'ennemi? Ce n'était pas les officiers supérieurs de Amadou Toumani Touré, et qui a fait que la plupart de nos militaires se sont retrouvés au Niger. Ce qui a fait que les contingents militaires qui étaient sortis, qui est parti à Gao, et qui devraient continuer, dont les femmes sont devenues réclamer les armes à Amadou Toumani Touré. Arrivé à Ségou, ces contingents militaires, les militaires ont disparu la nuit aidant. Non, quand même, nous ne réécrivons pas l'histoire. Non, ne réécrivons pas l'histoire. Vous êtes un homme politique, mais aussi un homme instruit. Vous savez que la guerre au Mali n'a pas comme cause des causes internes seulement. C'est la crise libyenne qui a occasionné. Nous avons été, personne ne nous apprend cela, parce que nous avons été ceux-là qui avons mis tout le peuple malien dans la rue contre la guerre en Libye. Et en ce moment, où étaient tous ces politiciens qui parlent aujourd'hui, qui disent que la guerre en Libye allait avoir des répercussions graves sur le Mali. C'est nous qui avons sorti la population malienne. C'est nous qui avons pris la rue. C'est nous qui avons dit que la guerre en Libye allait avoir des conséquences fâcheuses sur le Mali. C'est nous qui l'avons fait. Personne d'autre en tant qu'homme politique n'a soulevé ces questions-là. Au contraire, des politiciens demandaient à ce que la France on mette fin rapidement au pouvoir de Kadhafi. Donc on n'apprend absolument rien par rapport à ça. Mais la guerre au Mali avait des causes internes aussi. Et ces causes internes, vous avez vu sur le front, il n'y avait pratiquement pas de chaîne de commandement. Vous avez vu sur le front. Si, quand même. Il y avait une chaîne de commandement. Mais on avait vous n'allez pas être... Non. On avait des chefs militaires. On avait Didier Dako, on avait le colonel Gamou, on avait le colonel Oudmedou qui était au terrain, qui se partageaient les trois régions. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait trois armées qui se regardaient en faïence. Vous aviez Gamou et sa milice. Vous avez Oudmedou. C'est une armée, mais avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas de l'armée et qui constituaient une milice. Personne ne peut pas porter cette démentie-là. Il y avait Gamou, il y avait le colonel Oudmedou et il y avait Poudjougou. Didier Dako. Il y avait Poudjougou. Didier était était chef d'état-major. Didier était sous des commandements. Comprenez? Donc il y avait ces trois forces armées qui se regardaient à Gao en chien de faïence. Disons les choses telles qu'elles se passent, ça facilite et ça simplifie la résolution des problèmes. Ces trois chefs militaires n'étaient pas à Gao. Des problèmes. Si un simple civil... pas à Gao, il peut pas se regarder en chien de faïence à Gao. Si un simple civil... Non, il faut que on est dans un débat de télé. Oui. Ils n'étaient pas à Gao, ils ne peuvent pas se regarder en chien de faïence à Gao. Non, je dis les différents clans de ces différents chefs se regardaient en chien de faïence à Gao. Et c'était grave. Mais ils n'étaient pas à Gao. Ah, si. Non. Si. Il y avait un camp à Gao. Je parle du camp de Gao. Oui, mais ils se partageaient les trois régions du Nord. Oui, mais je dis, il y avait le gros lot était à Gao. Le gros lot était à Gao et il y avait pratiquement trois armées noires et blancs, arabes et tamashek, au sein de l'armée malienne se regardaient pratiquement en chien de faïence. Si un civil, comme moi, réussit à changer le commandement de toute une armée construite depuis de longues dates et aller les empêcher d'aller au combat et faire un coup d'État, je dis c'est bravo. Hein. Okay, Omar Mais Mariko, dites simplement que ça veut dire qu'en réalité, l'armée n'était pas aussi solide qu'on veut le croire, puisqu'un militaire, un simple député, médecin de surcroît, peut mettre toute une armée, comment on appelle ça, en débandade, contre un commandement constitué des généraux, des colonels et tout ça. Peut-être vous avez sapé le moral de la troupe. En quoi faisant? Par des propos qu'on vous connaît. Mais Omar Mariko, comment... Ça, c'est des allusions qui sont faites, que vous faites. Comment celui dont les hommes sont tombés par dizaines en mars 91 au nom de la démocratie et de la liberté, peut-il se retrouver putschiste à l'aise dans sa conscience en 2012? Vous savez, en 91, nous avons fait un coup d'État. On a fait un putsch, que ça plaise, que ça ne plaise pas, on a fait un putsch en 91. Vous savez,
la nuit du 24 au 25 mars 91, on ne vous le dit pas assez. Tous ces politiciens étaient d'accord que Moussa Traoré continue le pouvoir, seulement que eux, ils mettent sur place un gouvernement d'union nationale. Et il y a un ancien président qui devait être le premier ministre de Moussa Traoré. Bon, et déjà, non, laisse-moi dire, et déjà, ils avaient marché sur les revendications économiques qui avaient créé la crise, et des élèves étudiants, et des mouvements de travailleurs. C'est moi qui ai dit ce soir-là, du 24 au 25. Oui, on vous le reconnaît. J'ai dit ce soir, le 24 au 25. Non, ce que je vous dis, on ne me le reconnaît pas. Parce que c'est fondamental. C'est moi qui ai dit, il n'y a pas de place pour Moussa Traoré, pour le régime de Moussa Traoré. Parce que nous avons tout essayé, ça n'a pas marché. Et le lendemain, il y a eu un coup d'État. Et quand il y a eu le coup d'État, c'était pourquoi? C'était pour que les crimes de sang soient jugés. C'était pour que, sur le plan économique, l'école se porte mieux. Oui, mais la question... de cette date à aujourd'hui, comment se trouve l'école? Au contraire, il est dans une situation pire qu'avant 91. Où se trouvent nos unités industrielles? Dans une situation pire que ce que nous avons connu avant. Où se trouve aujourd'hui la question de l'emploi des jeunes, les agriculteurs, oui, mais les éleveurs, au niveau économique, la situation au niveau économique, le Mali était un pays économiquement viable en 2012. C'est pas vrai. Vous n'allez pas comparer. Vous n'allez pas comparer la période de 92 à 2012 à 91. Non, 2012 à 91. J'ai dit de 91 à 2012, il y a eu des progrès. Vous savez. Il y a eu beaucoup de progrès au Mali. Même dans le fascisme, il y a eu des progrès. Même dans le fascisme. C'est pendant le fascisme que la médecine a fait les meilleures expériences. Mais au Mali, on est en démocratie et il y a des progrès. Je vous dis, dans chaque système, il faut voir l'élément fondamental essentiel, l'élément essentiel. L'école qui était au centre du débat, qui a déclenché le processus de 91. Où se trouve cette école aujourd'hui? Mais est-ce que vous n'êtes pas responsable de la déliquescence du système éducatif au Mali? Parce que c'est vous qui avez introduit la politique au sein des facs. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les facs sont les lieux de politique par excellence. Ouais, c'est les lieux d'idées. Non, c'est les lieux. J'ai eu mes idées où? À la fac. Je ne suis pas né homme politique. Oui, mais même si laisser instrumentaliser par des acteurs politiques. Mais il n'y a pas un seul acteur politique au Mali qui peut lever le doigt pour dire qu'il instrumentalise Oumar Mariko. Je veux dire les élèves après. Il n'y en a pas. Les étudiants. Il n'y en a pas. Même les étudiants. C'est avec l'apparition de la politique à la fac. Non. Il y a eu plutôt des revendications scolaires que le régime de Moussa Traoré a rapidement transposé dans le volet politique, faisant croire que nous étions instrumentalisés. À l'époque, je donnais la réponse la meilleure. Nous ne sommes manipulés que par nos problèmes. Vous savez, il n'y a pas d'homme politique au Mali capable d'instrumentaliser Oumar Mariko. Parce que j'ai entendu mon aîné, Modibo Sidibé, dire que je suis son jeune frère. Et c'est vrai, c'est biologique. Ils sont presque tous mes grands frères biologiquement. Mais je suis leur grand frère politique. Parce que la politique... Je me suis intéressé quand j'avais 14 ans. Oui, Posez-leur la question. On a beaucoup de questions à vous poser. Omar Mariko, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, laquelle? Ma question, comment l'acteur clé de l'avènement de la démocratie, vous me stoppez dans mon développement. Peut-il être à l'aise dans des tenues de putschistes? Vous avez fait rêver plusieurs générations. Je continue à faire rêver les générations, heureusement, parce qu'aujourd'hui... C'est pas évident. Oui, mais les générations qui sont... comment on appelle ça, formaté, oui. Parce que dès l'instant qu'on nie que la politique, que l'université doit être le lieu par excellence de débat politique et des idées politiques, dès qu'on nie ça, déjà j'ai peur pour cette génération parce que j'aurais bien aimé qu'ils fassent de l'université des lieux de débat politique intense. C'est bon pour l'avenir. Dès lors que... donc pour vous dire, je suis très très à l'aise d'avoir contribué à faire partie de ce régime qui avait paralysé toutes les institutions. Mais vous êtes comptable du bilan du président Tété. Vous êtes comptable. Allons, achevons quelque chose d'abord. Vous me demandez la question de savoir si je suis à l'aise par rapport donc au coup d'État du 22 mars. Le coup d'État du 22 mars, vous savez, les institutions étaient paralysées. Pendant le huis clos que l'Assemblée nationale a eu à faire, c'est moi qui ai demandé que pour éviter une crise institutionnelle à venir, il fallait tout de suite dissoudre le gouvernement, choisir un Premier ministre en tenant compte du fait majoritaire. À l'époque, le fait majoritaire était incarné par la demande. On ne nous a pas écoutés. Vous savez,
Le président de l'ADEMA à l'époque, président de l'Assemblée nationale à l'époque, Diongouna Traoré, a dit publiquement et à l'Assemblée nationale que nous n'étions pas à l'abri d'un coup d'État. Qu'est-ce que vous en dites? Il a réuni les forces politiques au CICB. Il a dit on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, Comment vous interprétez ça? Tous les acteurs politiques maliens sont tous comptables du bilan d'ATT en 10 ans. Vous avez tous participé à la gestion. On n'est pas d'abord au bilan politique. Oui, mais vous avez tous participé à la gestion. Vous savez, la politique, c'est des compromis. Mais ce qui est dangereux, c'est de tomber dans la compromission. Mais oui, c'est de tomber dans ça, c'est des compromissions. Non. On ne peut pas avoir soutenu un régime pendant tant d'années et à la dernière minute, on lâche et on se révèle démocrate. Nous, on n'a pas soutenu ATT pendant tant d'années pour se retourner à la dernière minute. Nous avons fait une expérience de 2002 à 2007 avec Matoumane Touré sur la base d'un programme qu'on lui a présenté. Et il a dit qu'il était d'accord avec nous et nous n'avons jamais triché avec lui. Nous lui avons toujours dit ce que nous passons. En 2007, quand il a voulu que nous continuions avec lui, nous avons dit l'expérience passée n'était pas bonne, on ne va pas avec vous. Et en 2011, quand il est revenu à la recharge pour que nous rentrons dans le gouvernement, nous avons dit non, nous ne sommes pas d'accord avec votre vision. Et lui-même, il a eu l'honnêteté de dire publiquement à la radio, à la télé nationale, que le Sadi a dit qu'il n'avait pas les mêmes convictions que moi. Et donc, ils n'y viendront pas au gouvernement. Mais le secrétaire général du Sadi a continué à recevoir des financements du président ATT. Absolument faux. Posez-lui la question à Matoumane Touré. Omar Mariko n'est jamais allé voir ATT pour demander un quelconque financement. Mais maintenant... Omar Mariko, vous avez reçu de l'argent du président ATT pendant ces 10 ans. Mais écoutez-moi bien. Si l'histoire de notre pays devait se faire comme il s'est fait, avec quelconque reconnaissance, ATT ne peut pas donner de l'argent à Omar Mariko. Il ne doit pas donner de l'argent à Omar Mariko. Omar Mariko est un acteur majeur de ce pays. Non, là n'est pas ma question. La question est à ce niveau. A été élu président de la République. La question est à ce niveau. Il est président de la République. Omar Mariko se revendiquait à un moment de l'opposition, mais il a reçu des financements du président ATT. Comment on appelle ça? Comment vous appelez avoir des financements de Matoumane Touré? À chaque congrès, vous êtes monté prendre de l'argent? Ça ne s'est jamais passé. Posez la question à Matoumane Touré. J'aimerais bien l'entendre. Omar Mariko, j'aimerais bien l'entendre. Vous êtes un homme d'honneur. Je suis un homme d'honneur. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui jurer sur l'honneur, en regardant le peuple malien, que vous n'avez pas reçu un franc du président ATT? Je peux jurer que je ne suis jamais monté voir Matoumane Touré en disant « donne-moi un sou ». Vous avez reçu quand même. Je peux vous dire que le jour où Matoumane Touré a envoyé quelqu'un à l'Assemblée nationale pour dire « c'est pour mon petit frère », tous les députés qui étaient là sont au courant. Mais comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Vous savez, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre des gens qui cultivent des relations. Comme une fois, Matoumane Touré, quand j'étais au CTSP. Ça, c'est en 91? 91. Quand en 91, Matoumane Touré a envoyé des gens me voir au CTSP. Et quand j'étais au CTSP, quand je rentre dans son bureau, il dit tiens ça. Je dis non, je ne prends pas. C'est le grand frère qui donne au petit frère. C'est ce qui s'est passé pendant les 10 ans aussi. Dites à Matoumane Touré, qu'est-ce que c'est là? Comment vous appelez ça? Matoumane Touré ne m'a jamais, je suis jamais monté à Matoumane Touré exposer un problème d'argent à Matoumane Touré. Jamais de la vie. Je ne suis jamais allé dire à Matoumane Touré, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais les rapports humains sont ce qu'ils sont. Il va donner de l'argent, mais humainement. Au décès de mon père, Matoumane Touré a envoyé un colonel donner 100 000 francs CFA. Mais avant et après ça. Au décès de ma maman. Je ne peux pas. C'est-à-dire que, arrêtons de faire l'amalgame entre ce qui peut être une corruption, ce qui peut être autre chose que des actes humains qui se passent entre les hommes, qui ne sont pas sujets à, comment on appelle ça, à dire, bon, donne-moi ceci, je te donne ça, tais-toi ou fais ceci, fais cela. Personne, aucun homme politique ne peut dire qu'il a eu Omar Mariko sur un tel plateau. Omar Mariko, on va fermer cette page. Pendant la grave crise qu'a connue le Mali, vous étiez farouchement opposé à l'intervention militaire étrangère au Mali. Comment ce pays, mis à terre par des djihadistes, aurait-il pu seul faire face à ces ennemis-là? Par le dialogue. Ah bon? Et j'ai essayé, oui, par le dialogue. Comment? Par le dialogue, parce que ils n'étaient pas ouverts au dialogue. Ils avaient proclamé l'indépendance. Par le dialogue. Il y a le mouvement, il y a plusieurs mouvements. Il y avait le mouvement Sardine, il y avait le MNLA, il y avait le mouvement Mouchaou, et puis il y avait plusieurs mouvements. Justement, parlant dans Sardine, vous avez rencontré... Justement, je viens. Parce que quand je dis que par les vertus du dialogue, on pourrait mettre fin à cette affaire. Et je veux vous dire que quand Tessalit est tombé, sous Matoumane Touré,
quand la chaîne de commandement était complètement cassée et que finalement la défense demandait aux soldats... La chaîne de commandement n'était pas cassée sous Amadou Toumani Touré. Je viens là. C'est sous Amadou Aya Sanogo que la chaîne de commandement a été rétablie. Non. Et le commandement, le mot d'ordre des généraux d'Amadou Touré, c'était repli tactique. Et on faisait le repli tactique. Pas des généraux, c'était le ministre des Affaires étrangères qui l'a dit. Non. C'est pas un général. Non, c'est le ministre de la Défense qui le disait. Non, ministre des Affaires étrangères. Le ministre de la Défense. C'est Soumelou Boubé Maïga qui a déclaré que c'était un repli tactique. Mais c'est le ministre de la Défense qui a dit devant nous, les honorables députés, qu'ils étaient en repli tactique. Et les communiqués du ministre de la Défense passaient sur les antennes de la télé nationale, parlaient de repli tactique et stratégique. Alors donc, et ils ont même négocié avec les Nigériens pour recevoir les soldats maliens. Ça, c'est avec un tel commandement qu'on peut gagner une guerre. Alors donc, quand il y a eu ça, et que Gao, la prise de Gao, sous Amadou Toumani allait se faire, parce que Gao était déjà pris. On n'a pas écouté. Non, laissez-moi achever. Posez la question aux habitants de Gao. Les habitants de Gao n'ont jamais été écoutés quand ils ont dit tel djihadiste. Gao a été la dernière ville à tomber. Mais Gao, Tombouctou se sont suivis. Ouais, Gao a été la dernière. Gao et Tombouctou se sont suivis. Et on sait comment ça s'est passé. Quand il y a eu ça, il n'y a plus eu d'avancée de ce qu'on appelle les djihadistes. Quand il y a eu Gao, Tombouctou sont tombés, il n'y avait plus d'avancée. Il n'y avait plus d'avancée et toutes les forces se regardaient en chien de faïence. Du côté de loyalistes et du côté de la rébellion. Et ils sont venus en ce moment, le dialogue était possible. Et en ce moment, nous avions commencé un processus de dialogue. Mais quelle serait la contrepartie avec des gens qui étaient contre l'unité nationale, des gens qui avaient proclamé leur indépendance, des gens qui étaient prêts à l'application, qui appliquaient la charia? Quelle était la contrepartie? C'est pas tout le monde qui demandait l'indépendance. Ansardine n'a jamais demandé d'indépendance. Ils appliquaient la charia. S'il vous plaît, Ansardine n'a jamais demandé l'indépendance. Et Ansardine n'a jamais, d'ailleurs, déchiré tous les drapeaux indépendantistes tout le long de tous les lieux que le MNLA avait occupés. Le MNLA, qu'il faut souligner avec force, est un mouvement international créé par la France. Ça, il ne faudra aussi pas nier ce état de fait. Alors donc, ce qui était possible, le dialogue était possible, et si la CEDEAO et la France n'avaient pas bloqué les armes maliennes, les soldats étaient en capacité d'aller au combat. Et ça, c'était avec la complicité d'hommes politiques maliens qui ont dit que si les militaires reçoivent les armes de Conakry, ils risquent de s'éterniser au pouvoir. Le dialogue pouvait régler la question, parce que justement, moi j'ai fait 2 missions. Vous étiez à Niafunke, vous avez rencontré Yadagali? Non, Yadagali n'était pas là. Ses émissaires? Les émissaires de Yadagali étaient là. À quel titre étiez-vous là-bas? En tant que citoyen malien. Vous étiez dans un hélicoptère militaire, c'est ça? Non. Vous étiez accompagné de... Je suis allé 2 fois. Vous étiez accompagné des gens de la junte? Oui. J'étais accompagné pas de la junte, des autorités militaires. Moi, je n'aime pas le mot junte parce que, vous savez, les Africains, vous êtes trop mimétisme. On aime trop le mimétisme. Le mimétisme, on ne regarde pas toujours la réalité. Il faut toujours que ça soit porté. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Aux premières heures, ils n'ont pas connu le coup d'État. Il a fallu que Sarkozy condamne le coup d'État, que la CEDEAO s'y mêle pour que les hommes politiques se mettent à condamner le coup d'État. Sinon, chacun avait dit que le coup d'État était possible, que ça allait se perdre. Les uns appelaient à dire que c'était une opportunité pour qu'on se remette ensemble. Ça, c'est le cas du phare. Et les autres qui disaient oui, il faut que toutes les forces vivent, y compris la junte. C'est dans leur déclaration des gens du FDR. Nous devons nous mettre ensemble parce qu'il y a péril en demeure. Bref, je passe dessus. Je passe dessus. Je reviens au fait que je suis allé à Niafunke 2 reprises. La première reprise, c'était avec ma voiture de député à l'Assemblée nationale, avec des militaires maliens et avec des personnalités civiles. Je suis allé. Nous avons rencontré les émissaires Yadagali. Et nous avons échangé, nous avons discuté des choses très importantes. La deuxième fois, brièvement, la première visite était tellement intéressante que un natif de Niafunke a mis son avion à notre disposition. Et nous ne devions qu'à mettre le carburant. Et nous sommes descendus à Niafunke avec 4 militaires maliens, du colonel au brigadier.
Et nous sommes allés, nous avons échangé. Et là, le colonel a eu des contacts téléphoniques avec des gens qui étaient sur le front, que lui-même, il avait eu à former. Est-ce que vous étiez de connivence avec certains groupes armés? Ce n'est pas une connivence. Vous savez, tous les groupes armés, là, j'ai dit aux gens de Ansarine, pour vous permettre de résumer un peu, ça rejoint un peu les propos de ce militaire qui a dit « Vous êtes le seul qui dit la vérité, etc. » J'ai dit aux gens d'Ansarine, j'ai dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec la charia. Je ne suis pas versé dans la religion musulmane jusqu'à aller réclamer la charia. » Ils ont dit « Oui, Mariko, on vous connaît. On sait ce que vous faites pour les travailleurs de ce pays, pour les pauvres de ce pays. Et nous vous demandons de faire un tout petit peu pour la religion musulmane. Mais la question de charia ne peut pas être un obstacle au débat. Omar Mariko, le 2 février, François Hollande, le président français, a été accueilli à Tombouctou par une liesse populaire, par une joie qui n'avait d'égal que la liberté retrouvée par ces populations qui avaient vécu la souffrance dans leur chair. Est-ce que, au regard de l'euphorie qui a accompagné la visite du leader, du président français, vous n'étiez pas en déphasage avec les réalités populaires? Le peuple a raison, mais peut arriver au peuple de se tromper. Mais pas tout le temps. Donc, ils se sont trompés? Oui, pas tout le temps. Le peuple a raison. Ils ne connaissaient pas leur bonheur. Le peuple a raison, mais le peuple, selon un homme politique très émérite, on peut tromper un peuple un bout de temps. Tout le peuple un bout de temps. Mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Tout le peuple. Abraham Lincoln? Repris par Sékou Touré avec notre vision de la question. Alors donc, je vais vous dire une chose. Allez-y demander. Allez-y demander. Vous voulez dire que ceux qui sont sortis à Tombouctou, ils se sont trompés? Allez-y poser la question aujourd'hui. Les drapeaux français ont disparu un à un et de la plus belle manière. Allez-y demander à Tombouctou aujourd'hui. Demandez dans les rues de Bamako aujourd'hui. L'euphorie qui était là pour recevoir François Hollande, si la même euphorie est là aujourd'hui. Ce sont les mêmes Maliens qui marchent en France, ici, qui ne sont pas des gens qui sont avec Omar Mariko, pour dire à la France, ça suffit. On s'est trompé. Oui, mais Omar Mariko, on peut se tromper. La France a intervenu à travers Selval, la CEDEAO a intervenu. Il a fallu cette intervention pour qu'il y ait une élection démocratique au Mali, qui a porté le président Ibeka au pouvoir, dont vous partagez aujourd'hui la vision. Sinon, le Bamako serait occupé par les djihadistes. C'est pas vrai. Si. Excusez-moi, non. Vous savez... Ils étaient à un doigt de prendre... Oui, mais vous savez, on a rabattu les oreilles des gens avec des trucs de ce genre-là. Bamako, les djihadistes seraient même allés jusqu'au Sénégal, on nous a dit. C'était absolument faux. Avec quels moyens? Absolument faux. La réplique aurait pu être organisée. Avec quels moyens? Oui. Je vous dis, déjà, ceux qui voulaient du partage du Mali, n'avaient pas le dessus militaire. Ceux qui prétendaient amener la religion au Mali s'étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas amener la religion nulle part parce que la religion musulmane était déjà très présente en République du Mali. Ce qui explique que le combat de ces prétendus djihadistes s'était émoussé. Et je vais vous dire, dévoiler quelque chose. Et Kona est tombé? Oui, je vais vous dire. Kona est tombé, mais Kona est tombé. Qu'est-ce qui a fait tomber Kona? Ce n'est pas... Laissez-moi terminer ces mots-là. C'est que les djihadistes dont vous parlez ont bel et bien dit que la communauté internationale ne vient pas contre eux. La communauté internationale vient contre, justement, pour rétablir au pouvoir les anciens du système de Amadou Touré. Oui, mais c'est pas parce que les djihadistes ont dit que c'est une vérité. Mais et que lui, eux, après. On n'était plus dans l'ère ATT. Il y avait un président. Oui, mais il y avait un président intérimaire qui était là. J'ai dit les anciens de l'ATT. Dites-moi. Vous-même, vous êtes un ancien d'ATT? Jamais. Je n'ai jamais été un ancien d'ATT. Si. Non, jamais. En 91, jamais. Vous avez marché ensemble? En 91, on s'est retrouvés ensemble. Ouais. Mais il a été président du CTSP. J'aurais pu l'être. C'est parce que simplement il avait la fraction armée. Vous étiez dans son gouvernement. Il ne m'a pas invité à venir au combat. Votre parti était dans son gouvernement. Comment vous pouvez... Vous pensez que nous sommes sur terre, nous sommes avec des hommes, nous sommes ensemble. Vous savez, on est condamné à vivre ensemble. Et dans cette condamnation à vivre ensemble, nous sommes guidés parfois par l'intérêt commun du moment.
avant que ce soit les intérêts dictés par notre conscience politique, notre vision de ce que nous voulons de notre société. Et de ce point de vue, on est obligé de travailler ensemble. Et de ce point de vue, mais travailler ensemble ne veut pas dire qu'on est comptable de ce que celui qui a l'essentiel du pouvoir, qui a la décision suprême du pouvoir, ne veut pas dire que vous partagez les mêmes choses que ces derniers. Sinon, Staline ne se serait pas assis à la même table que Roosevelt, ne se serait pas assis à la même table que De Gaulle, etc., etc. Omar Mariko, l'ex-chef de la junte, Amadou Aya Sanogo, détenu actuellement à Sélingué, il pèse sur lui des graves accusations, notamment complicité d'assassinat et d'enlèvement sur les éléments des commandos parachutistes. Quelle est votre réaction? Quel est votre point de vue sur son arrestation? Avant d'accuser Amadou Aya Sanogo, on devait ouvrir le procès du putsch manqué du 30 avril. Et ce putsch manqué du 30 avril a été effectué avec la complicité d'hommes politiques soi-disant anti-putschistes et qui ont fait révolter une partie des Bérets Rouges pour aller attaquer froidement Kati, attaquer l'ORTM, attaquer l'aéroport et tuer des gens. La justice est à double vitesse en ce qui concerne Amadou Toumani Touré. Amadou Aya Sanogo. Vous aimez Amadou Toumani Touré finalement? Oui, nous avons travaillé ensemble. Non. Humainement, Amadou Toumani Touré me traite comme son petit frère, je le traite comme le grand frère. Cette relation existe. Mais Amadou Toumani Touré vous dira que de tous les hommes politiques, je n'ai jamais eu deux faces avec lui. Une seule face. C'est ça qui fait... Vous pensez que Amadou Aya Sanogo, c'est un procès politique? C'est un procès politique. Et un procès politique de très mauvais goût. Omar Mariko, vous êtes un élu du peuple. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce qu'un homme de votre trempe devrait prendre de telles positions ouvertement compte tenu du rôle et de votre statut actuel? Parce que je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique qui aspire à être un homme d'État. Un politicien, c'est ceux-là qui cachent ce qu'ils sont. Et voilà, c'est pour cette raison aujourd'hui, la communauté internationale ne sait pas où donner de la tête au Mali. Parce que pendant longtemps, tous ces politiciens, au lieu de dire la vérité, les choses telles que ça se passe, ils regardent du côté où regarde la communauté internationale pour pouvoir prendre des décisions. Omar Mariko, il n'y a pas de décision. Même si aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence, les faits à lui reprocher sont assez graves quand même. Pour que vous puissiez au moins prendre un peu de... Une accusation est toujours grave. Parce que l'accusation suppose... Il s'agit de crimes de sang. Oui. L'accusation est toujours grave. Une accusation est toujours grave. Je vous dis, vous, Barry, que vous avez pris de l'argent avec Dadis Camara. Comment vous allez réagir? Vous avez pris de l'argent avec des hommes d'État. Qu'est-ce que vous allez réagir? Aucune réaction. Voilà. Alors donc, les politiciens sont très forts dans la calomnie. Omar Mariko. L'accusation qui est portée contre Amadou Toumani Touré et contre Amadou Aya Sanogo, vous savez, c'est Amadou Aya Sanogo, et puis c'est trois noms en même temps. Donc l'accusation qui est portée contre Amadou Aya Sanogo, j'ai été l'objet de telles accusations. Oui, vous avez été... En 91, oui, en 97, Omar et Mariko. Maintenant. Mais cela ne veut pas dire que l'accusation est fondée. Oui, Omar Mariko, que diriez-vous aux veuves, aux dizaines de veuves et d'orphelins qui nous regardent en ce moment, que rien ne peut consoler finalement? Je dirais qu'aux veuves du bâtiment para, aux veuves des Bérets Verts, aux veuves, j'ai un jeune frère qui a été tué le 30 avril, et il était garde national à l'ORTM. Aux veuves de Kona, j'ai un neveu direct qui a été tué à Kona. Ils ont laissé des veuves. Oui, au front. Oui, mais je parle de ceux qui ont été enlevés et assassinés froidement à Kona. Parce qu'ils ont commis le crime d'être un béret rouge. Ils ont été enlevés chez eux, abattus froidement. Certains ont été décapités. Oui. Vous savez, je pense qu'il faut chercher les auteurs. Vous savez, il faut éviter de porter un doigt accusateur sur un homme en le jugeant par rapport à tout ce qu'il a été. C'est ça. Et c'est ça le rôle de la justice. Mais malheureusement, on a eu droit à un matraquage idéologique et politique qui fait que même les compassions qu'on peut avoir vers ces familles peut être dénaturées et vues comme étant de la démagogie. Et Dieu sait
que je ne m'accommode pas de la démagogie. Omar Mariko, votre nom a été cité par la presse malienne dans l'affaire du lieutenant Ouattara, accusé de vouloir des tentatives de déstabilisation des institutions démocratiques. Qu'en est-il exactement? Vous savez, si vous verrez la presse malienne, ça me fait de la peine aujourd'hui. J'ai fait 11 mois de prison pour la liberté d'expression. J'ai été plusieurs fois mis à garde à vue pour la liberté d'expression. Vous étiez impliqué, oui ou non, dans cette tentative? Ce qui en bénéficie aujourd'hui, hélas, c'est ils écrivent sur commande. Ils écrivent des choses sans aller parfois à la source pour faire mal. Aucun de ces journaux n'est venu à moi pour me poser la question. Aucun. C'est pas vrai? Aucun. Mais c'est absolument faux. L'opposition malienne avait dénoncé l'élection de certains membres des groupes armés comme députés sous la bannière du RPM, le parti présidentiel, mais vous les avez défendus. Sont-ils défendables alors qu'ils pesaient sur ces gens-là des mandats d'arrêt? Ils seraient les auteurs des atrocités d'Aguelok. Vous permettez, j'avais dit en son temps à qui fait ces mandats d'arrêt que c'était prématuré, qu'il fallait revoir. Il fallait faire beaucoup plus d'analyse que ça. Quelqu'un comme Agbibi, qui a été utilisé par tous les régimes comme médiateur, comme modérateur, on va aller l'accuser d'être un criminel. C'est pas vous de le blanchir, vous n'êtes pas un juge. Bon, c'est, à mon avis... La justice fait son travail. La justice fait son travail. Alors donc, restons derrière la justice a dit qu'il les a blanchis. Parce que c'est la justice qui a écrit pour dire que c'est le ministre de la Justice qui a écrit pour dire que cette accusation n'était pas fondée et lever donc les poursuites contre les mandats d'arrêt. Alors donc ne demandez plus. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, des dizaines de femmes ont manifesté devant l'hémicycle pour. Nous n'avons pas les mêmes informations. Oui. Ces femmes et moi, nous n'avons pas les mêmes informations. Je ne veux pas me lever pour entrer dans un combat parce que l'opinion internationale dit ou bien parce que des rumeurs ont dit. Que diriez-vous à ces femmes qui pensent avoir été violées par ces hommes-là? Non. Ce n'est pas des femmes qui ont été violées par ces hommes qui sont venus là. Des femmes ont été violées. Des femmes ont été violées, ont été tuées, ont été blessées par un mouvement qui s'appelle le Mouvement national de libération de l'Azawad, soutenu par un pays qui se réclame de la démocratie de la France. Alors, moi je ne peux pas accuser un individu sans en avoir la moindre preuve. Je sais que les faits ont été établis. Des faits ont eu lieu. Mais dire maintenant que les faits ont eu lieu, c'est telle personne, alors que l'accusation est personnelle, c'est telle personne qui a fait ça, sur la base de rumeurs. Je suis habitué à être calomnié pour céder à la première accusation venue. Donc je vous dis simplement que si ces femmes doivent marcher, ils doivent marcher contre ceux-là qui ont armé le MNLA, qui ont dit au MNLA de venir au Mali et de venir occuper une partie du territoire, mais quand les gens se font financer par ces mêmes structures-là pour faire des manifestations, mon œil. Omar Mariko, Moussa Mara, mai dernier, a effectué une visite le 17 à Kidal. Qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité de cette visite? Elle n'était pas opportune. Là, je l'ai dit partout. Elle n'était pas opportune. Okay. Mais ne tombons pas dans le fait de dire que puisque la visite n'était pas opportune, que le MNLA a raison d'avoir agi de cette manière-là. Pour moi, le MNLA a posé un acte terroriste. Okay. Vous avez voté non à la motion de censure initiée par l'opposition. Est-ce que c'était un vote mécanique? Non, pour moi, ce n'était pas un vote mécanique. Par exemple, je vous dis, je n'ai eu aucun contact, aucun échange avec personne de la majorité par rapport à cela. Mais le vote contre la motion de censure, à mon avis, était juste. Que pensez-vous de la situation actuelle de Kidal, brièvement? Ce n'est pas Kidal que moi je vois. C'est la question actuelle, la question du problème de la paix. C'est la question de la paix. Kidal est un événement. Kidal est un événement. Donc le problème dépasse le seul cadre de Kidal. Quand je vois les politiciens, tout le monde crie Kidal, Kidal. Pour moi, ce n'est pas une histoire de Kidal. C'est une histoire de la nation malienne. Et tant qu'on ne verra pas cela pour comment amener la paix dans notre pays, je vous assure qu'on tirera toujours à terre. L'achat d'un avion présidentiel et d'un contrat de gré à gré pour l'équipement militaire a soulevé un tollé au Mali récemment, ce qui a suscité l'ire des institutions de Bretton Woods et des partenaires techniques et financiers. Quel est votre point de vue sur cette question? Mon point de vue sur la question de l'achat de l'avion en tant que tel, mon point de vue, c'est que ce n'était pas opportun. Okay. Mais
c'est que les questions de procédure que la Banque mondiale et le FMI soulèvent aujourd'hui, j'assume ça du chantage politique. Okay. Le Mali va signer dans les jours à venir un accord de défense avec la France. Quel est votre point de vue sur la question? Vous êtes affirmatif. Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de signer d'accord de défense avec la France. Je reste sur ma ligne. Nous avions demandé des soutiens à notre armée et c'est ce que nous avons voulu. Maintenant, quand ils veulent signer l'accord, bon, allons-y voir le contenu de l'accord. À partir du contenu, je serai si je dois rester sur ma position. Y a-t-il un bon accord de défense et un mauvais? Accord de défense. Vous, le révolutionnaire, le nationaliste. Le mot même me gêne, accord de défense. Vous, le nationaliste. Qui est un accord de militaire. Qui est un accord militaire entre deux pays. Je peux comprendre. Mais quand on dit accord de défense, j'estime qu'il n'appartient pas à une nation d'assurer la défense d'une nation souveraine. Vous seriez contre ou pour? Absolument contre. Un accord de défense pour permettre à la France de me défendre en tant que nation, je suis absolument contre. Omar Moriko, voilà, ça fait trois fois que vous êtes présenté candidat à la présidentielle, c'est ça? Oui. 2002, 2007 et 2013. Vous rêvez d'être un président un jour? Est-ce que vous pensez à ça chaque matin en vous rasant la barbe, même si vous faites beaucoup plus Guevara que Sarkozy côté barbe? Peut-être ni l'un ni l'autre. Non. Mon rêve, c'est que les idées que je porte dominent dans mon pays et prennent le pouvoir. Et mon souhait est que ce soit moi qui porte ces idées-là, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Alors maintenant, me regarder tout le jour dans la barre, je me regarde tous les jours, je me dis comment faire pour que le peuple malien puisse prendre conscience du tréfonds dans lequel il se trouve et comment il ne peut compter, il ne doit compter que sur lui-même pour changer son destin. 18 ans après la création de SADI en tant que mouvement, un jour de 96, le parti n'a guère dépassé les 5 députés par législature à l'Assemblée nationale et son secrétaire général, Omar Mariko, n'a guère atteint la barre des 5% à la présidentielle. Sur quoi comptez-vous pour être un jour président du Mali? Sur la transparence du vote. Sur la transparence du vote. Le jour où le vote sera transparent en République du Mali, Omar Mariko sera président. Et on se bat pour ça, parce que ce que je veux vous dire, c'est que, à part la situation exceptionnelle de 2013, c'était exceptionnel de 2013, nos candidats sont portés de l'extérieur et sont portés par l'argent. L'argent que la plupart de ces candidats ont pillé dans les caisses de l'État. On vous identifie au parti SADI, or vous n'êtes que le secrétaire général. Il y a un président en la personne de Cheikh Oumar Sissoko. Est-ce que c'est du Poutine-Medvedev? Bon, vous savez, les comparaisons de cette nature-là, si c'est Poutine-Medvedev, Cheikh Oumar et moi, nous l'avons été avant Poutine et avant Medvedev. Parce que Cheikh Oumar et moi, on se connaît depuis 1978, quand j'étais étudiant, et que lui, il venait de terminer dans les années 80 ses études. Alors donc, nous avons tout le temps fonctionné de cette manière-là. Alors donc, ça veut dire que nous avons donné des leçons à Poutine et à Medvedev. Omar Mariko, pour terminer cette émission, qu'est-ce qui vous tient à cœur, brièvement 30 secondes, que vous avez envie de dire au peuple malien qui nous regarde en ce moment? Ce que je veux dire au peuple malien, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce que je dis au peuple malien et à la classe politique malienne, nous devons comprendre que nous avons des ressources qui nous permettent de régler la question de la paix par une grande concertation, par le langage de la vérité. Et le pays est un pays potentiellement riche, c'est même une puissance potentielle. Il n'y a que les Maliens, si on veut que cette puissance profite aux Maliens eux-mêmes, il n'y a que des Maliens pour changer et nous avons des hommes et des femmes pour ce faire. Alors donc, ayons confiance en nous-mêmes, donnons-nous la main dans la vérité et nous allons mettre fin à la crise au nord et nous allons engager le pays vers la reconstruction de son tissu économique. Omar Mariko, merci d'être passé nous voir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission qui recevait aujourd'hui Omar Mariko, ancien leader estudiantin, secrétaire général du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la première chaîne panafricaine.